Bonjour, c'est Mac Aldebaran de la Gazette de Rennes-le-Château, les Tablettes d'Émeraude, et j'ai l'honneur aujourd'hui de rencontrer Patrick Borechtanas, l'éminent alchimiste. Bonjour à vous Bien et le bonjour. merci beaucoup pour cette entrevue. Alors, on va commencer par le début. Comment vous êtes arrivé à l'alchimie? Comment était votre intérêt et quel était le point de départ, en fait, le point de jonction de votre découverte de l'alchimie? Au début, par curiosité. Mhm, Et je suis tombé dedans, je dirais un peu. C'est-à-dire que je n'ai pas vraiment cherché. mhm. Ça s'est imposé à moi. J'ai toujours été curieux et j'ai voulu savoir comment l'univers fonctionnait. Ouais. Et donc, j'ai cherché d'ailleurs d'abord dans toutes les sciences, la physique, chimie, tout ce qui était à ma portée. Mais Mmh. ça ne me satisfaisait pas. D'accord. Je pensais que la matière, il n'y avait pas que la matière, mais qu'on pouvait avoir une interaction avec l'univers autrement que par des moyens mécaniques. Mmh mh. Et un jour, je suis tombé sur un vieux livre de Jolivet-Castelot, des hyperchimistes, qui s'appelait L'âme de la matière, et qui disait, eh bien, il y a quelque chose impalpable associé à la matière sur laquelle on peut avoir une action qui donne une réaction. J'ai dit, ben c'est ça. Et pour la première fois, j'ai entendu parler d'alchimie. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce fatras de connaissances moyenâgeuses? Oui. Et Et là, vous donc, aviez j'ai quel âge, commencé à cette époque-là, quand vous avez découvert tout 20 ça? ans. 20 ans, d'accord. Ouais. Et finalement, j'ai commencé à faire de l'alchimie pour prouver que ça marchait pas. Oui, c'est ça. Sauf que ça a marché. Oui. Voilà, j'ai vu Et des trucs qui étaient inexplicables. Et par mmh. conséquent, j'ai mis le doigt dedans et j'ai dit, ben, on va aller jusqu'au bout. J'ai monté mon laboratoire et j'ai commencé à travailler dedans. Mmh. Et une chose en amenant une autre, et ben, je suis arrivé à certaines conclusions, certaines opérations qui, au début, m'ont surpris, mais qui ensuite m'ont ouvert l'univers. Mmh. Et vous êtes rencon vous êtes, vous avez reconnu qu'en fait, c'était aussi un dissolvant, l'alchimie, en fait? Cette Ah, idée c'est de plus que dissolvant. ça. Mmh. C'est plus que ça. Ça, Oui. c'est l'essence même de l'alchimie. Mmh mh. C'est à quoi ça sert l'alchimie finalement? Mmh. Mmh mh. Et quelle action on peut avoir dans le monde? Eh ben, Mmh. la quête de l'alchimie, c'est la quête du dissolvant universel. Mmh. Oui, c'est ça. Et c'est Ouais. pour ça qu'en alchimie, on ne fait pas, mais on défait. Oui. On peut Alors que les dire physiciens que essaient de il y a, faire. voilà, il y a quelque chose qui est à la base de toute chose, qui est une non-matière. Mmh Et mh. cette non-matière s'habille de matière. Et donc, on ne peut pas la définir. On la voit que parce qu'elle est voilée. Mmh mh. C'est comme un homme invisible qui marcherait dans l'eau. On ne le voit pas, mais on voit les éclaboussures. Mmh mh. Donc on peut dire que la réalité, c'est les éclaboussures de cet invisible. Et cet invisible, c'est ce qu'on appelle le spiritus. Et il a comme vertu d'être dissolvant universel. Notre monde, vous avez remarqué par exemple qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile de faire quelque chose qu'il y a 10 ans. On a Oui. l'impression de marcher dans du miel un peu. On a l'impression Ouais. d'être englué, être dans la colle. Et ben c'est parce qu'il y a de moins en moins de spiritus dans le monde, ce dissolvant universel. Mmh. Et le but de l'alchimiste, c'est de trouver ce dissolvant et de le répandre dans le monde, pour justement qu'il n'y ait plus de colle, mais que être heureux dans le monde, c'est justement quand on n'est pas englué. Mmh mh. Et c'est le travail de l'alchimie. Donc la quête de l'alchimie, c'est de trouver ce spiritus. Et ce spiritus, il a vertu de transmutation. Parce que finalement, une matière, c'est quoi? C'est quelque chose qui est enveloppé de 7 voiles. Tout ce qu'il y a sur Terre, nous y compris, sommes enveloppés de 7 voiles de matière. Et quand je retire un voile, je change la nature. Par exemple, je prends du plomb, je mets un coup de dissolvant universel dessus, je retire son manteau le plus extérieur. Ça devient de l'étain. Mmh. Si je remets un coup de dissolvant, ça devient du fer, du mercure, du cuivre, de l'argent et de l'or. Donc on peut dire que l'or, c'est du plomb et qu'il ne reste qu'un seul manteau. Mmh mh. C'est pour ça qu'il est précieux, il est près des cieux. Il n'y a qu'un seul manteau qui sépare ce spiritus du spiritus de l'univers. Donc le profane croit qu'on arrête là, on a transmuté le plomb en or, mais l'initié sait qu'une fois qu'on a l'or, on remet un coup de dissolvant dessus et on retire le dernier manteau de l'or. Et à ce moment-là, il libère son spiritus.
Et le total de l'opération fait que ça m'a coûté moins de spiritus à libérer le spiritus du plomb. Donc c'est excédentaire. Donc je Mhm. fais avancer tout l'univers. Mhm. Et c'est pourquoi un alchimiste transmute, il ne transforme pas. Transformer, c'est de prendre un corps et lui donner une autre forme sans changer la nature, alors que transmuter, c'est prendre un corps, lui garder la même forme, mais changer sa nature. Mhm. Le morceau de plomb que j'aurai, quand il sera transmuté en or, il aura la même forme. Il aura par contre changé de nature. Par contre, si je mets un morceau de plomb et que je mets des coups de marteau dessus, il aura changé de forme, mais ce sera toujours du plomb. Mhm. Et c'est pourquoi on utilise le terme de transmuter et pas de transformer. La transmutation, ouais. Quels ont été les livres majeurs qui vous ont conduit à l'alchimie? Est-ce que, par exemple, un livre comme Mircea Eliade, Forgeron et alchimiste, de 1956, a été quelque chose qui vous a découvert en vous quelque chose ou d'autres Non, livres? pas du tout. Ce Ah, qui m'a indiqué, c'était des livres qui n'étaient pas des livres d'alchimie. d'accord. Mais il faut savoir qu'à l'époque dont je parle, là, je parle par exemple du livre de chimie de Nicolas Limry, Mmh. 1757, on ne faisait pas la différence. Mmh. C'est-à-dire que les savants de l'époque parlaient de chimie et d'alchimie et de physique en même temps. Ils ne Mmh. dissociaient pas. Donc dedans, il y avait des opérations et j'ai fait ces opérations à travers des livres de chimie de l'époque. Mmh. Donc c'était extrêmement opératif. Et ce livre de chimie de Nicolas Lemry, c'est le premier qui m'a mis la main au laboratoire et Mmh. que j'ai dans mon laboratoire. D'ailleurs, j'ai conservé ce premier livre un peu comme une relique. Oui, et vous aviez aussi le livre d'Arnaud de Villeneuve de 1503, c'est comme un Pierre, un Graal, vous l'avez entre les mains Oui, aussi? absolument. Oui, avec les annotations d'époque, Oui, bien c'est sûr, bien oui, sûr. Et puis j'ai aussi un original du Mutus Liber. oui. Mmh. Voilà, la Toison d'or aussi de Trismozin. Mmh. Ouais. Mais disons que ça, c'est des livres qui m'ont intéressé a posteriori, Oui, quand je savais de quoi je parlais, parce que quand on lit le Mutus Liber et qu'on ne sait pas de quoi on parle, on comprend rien du tout. c'est Par sûr. contre, si on a commencé à faire quelques opérations, alors le Mutus Liber, c'est clair. Mmh. C'est plus des penses-bêtes que des Oui. livres d'apprentissage. Alors après, il y a quelque chose d'étonnant aussi, c'est que beaucoup de livres d'alchimie n'expliquent pas comment faire, Mmh. mais par contre nous mettent dans un état où on peut comprendre. Mmh. C'est des outils, c'est des objets magiques. Le fait d'avoir un livre qui a traversé les laboratoires, qui a été porté et utilisé par des centaines d'adeptes, eh bien fait que ce livre maintenant va avoir des vertus particulières. Il va fonctionner un peu comme une antenne. Effectivement. Mmh. Et lui-même va fonctionner comme un dissolvant. Mmh. C'est-à-dire le fait d'avoir le livre entre les mains va dissoudre notre épaisseur et nous permettre de voir le spiritus. De passer à D'ailleurs, l'épais au subtil. Ouais. Mmh. voilà, vous pouvez constater vous-même que vous pouvez relire un livre 10 ans après et y voir des choses que vous n'avez pas vues la première fois. Parce que Mmh. vous n'étiez pas prêt à les voir. Mmh. Ouais, C'est un peu comme la effectivement. radio. Vous savez, à l'endroit où vous êtes, il y a plein de musique partout. Si vous n'avez Oui, pas le bon récepteur et s'il n'est pas calé sur la bonne fréquence, vous n'entendez rien. oui, Donc l'alchimie, effectivement. c'est ça aussi, c'est se caler sur la bonne fréquence, même pour faire des opérations. Il n'y a des choses qui fonctionnent que si vous êtes prêt. Mmh. Par exemple, une opération simple, faire fondre de l'antimoine sur un feu de bois, bah, c'est compliqué parce que la température de fusion de l'antimoine est supérieure à la température qu'un feu de bois peut obtenir. Donc c'est pas possible. Sauf qu'on y arrive quand même. Et la question, c'est d'où vient le feu surnuméraire. Mmh mh. Donc on est capable de produire des effets qui ne sont pas uniquement dans la matière. Nous travaillons dans un laboratoire, moitié labor et moitié oratoire. Et c'est pourquoi en alchimie, l'expérimentateur a une place dans l'expérience, mais l'expérience a aussi une place dans l'expérimentateur. Mmh. Quand on transmute la matière, on se transmute aussi. Quand on dévoile la matière, on se dévoile aussi. Et c'est pourquoi on est des pèlerins, car le pèlerin, c'est celui qui se pèle. Et celui qui se pèle, c'est celui qui retire sa peau. Mmh. Vous aviez sorti le DVD, en fait, coffret 7 DVD justement sur les chemins de la pierre, le voyage alchimique avec Georges Combe et notamment, vous aviez fait, la cathédrale de Chartres. Est-ce que vous pouvez me dire, un peu plus sur cette cathédrale et qui est
qui est quand même quelque chose qui est très très important au niveau de la France, cette cathédrale de Chartres. Absolument, mais cette Mmh. cathédrale fonctionne comme une machine déjà. Mmh. Ouais. On doit comprendre que c'est pas seulement un objet cultuel, mais c'est Mmh. vraiment une machine. La première chose qu'on constate, c'est qu'elle n'est pas alignée. Normalement, une cathédrale, c'est est-ouest. On suit le mouvement à parole du soleil. C'est christique, christique, c'est le soleil, donc par conséquent, on se cale sur le soleil. Sauf que celle-là, elle est décalée de 47 degrés. Donc c'est pas rien quand même. Ouais. Alors, soit les bâtisseurs avaient bu, soit ils avaient une raison. Et la Oui. raison, on peut la constater quand on regarde, par exemple, la nature du sol avec une étude du BRGM, par exemple. L'étude sur la géologie du lieu. On va s'apercevoir qu'il y a des vagues de terre. Mmh. Comme il y a des vagues de mer, vous savez, il y a bien des marées. Mais la marée ne joue pas que sur l'eau, elle joue aussi sur la terre. Mmh. Mais comme la terre est moins plastique, ça ne se voit pas. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a autant de vagues de terre qu'il y a de vagues de mer. Et quand on regarde une étude géologique, on s'aperçoit que ces vagues de terre sont exactement dans l'axe de la cathédrale. Ce qui veut Exactement, dire que c'est ça. exactement. Mmh. Ouais. Ce qui veut dire que ces vagues viennent frapper la cathédrale. Et quand on frappe une caisse de résonance, bah, elle résonne. Donc elle se met en accord. Et finalement, la Oui. cathédrale, c'est comme un violon. On a le puits à l'intérieur avec une colonne qui est l'âme du violon, on a le sol qui est la table, et on a la voûte qui est la caisse de résonance. Et si on prend les colonnes qui sont à l'intérieur, on s'aperçoit qu'il y a 7 décrochements. Et si je tape, faut pas le faire, hein, mais disons que si on pouvait le faire, si je tape sur la colonne en entier, j'entends la première. Si je Mmh. retire un septième, j'entends la seconde, la tierce, la quarte, la quinte, la sixième et la septième. J'entends donc les 7 notes de la gamme. Donc finalement, quand les vagues de terre viennent frapper la cathédrale, elles chantent. Elle nous Mmh. met en résonance, elle nous met en accord. Et Oui. donc, je vous ai dit que tout ce qui est sur Terre, enfin, dans notre création, contient, est englobé par 7 voiles. Ce qui veut dire que 7 voiles se met à chanter avec la cathédrale, et en chantant, on nettoie nos voiles. Donc, à Mmh. force de nettoyer nos voiles, on voit à travers. Et qu'est-ce qu'on voit à travers? Le spiritus. Et c'est ce qu'on cherche finalement. Mmh. Et Donc, justement, c'est une vraie ouais, machine. dans la géophysique, justement, vous aviez connu, mon grand-père Guithieu, alias Michel Darcos, qui avait connu aussi Georges Combe, hein, qui était ami aussi avec lui. Et justement, il avait sorti, heu, pour, en ce qui concerne Notre-Dame de Chartres, en 1992, il avait fait une conférence à la Sorbonne. Et j'ai une cassette d'époque justement, Mhm. pour Chartres, avec un architecte, et tout cela, ouais. Ouais. Et nota aussi, certaines personnes ont entendu le cœur battre de Vézelay. Je sais pas si Mhm. vous ça on peut entendre, ceux qui ont certaines oreilles peuvent entendre le cœur de Vézelay qui bat. Mais c'est comme tout, c'est une Ouais, question ouais, d'accord, de résonance. c'est Si ça, vous de êtes sur la bonne résonance, fréquence, si vous avez la c'est bonne ça, fréquence ou vous êtes capable d'acquérir la bonne fréquence par des travaux ou par des lieux, vous allez entendre. c'est ça, c'est ça. Donc ça ne veut pas dire que tout le monde va l'entendre, mais ça veut dire que ceux qui ont la bonne fréquence vont être capables de l'entendre. Mmh. Oui. Alors il y a des lieux où l'émission est plus forte. Donc plus c'est fort, plus il y a des gens qui peuvent l'entendre. Mmh. Ouais. Et après, et puis c'est pas toujours le cas. Il y a des jours où vous entendez, des jours où vous entendez pas. Oui. Donc ça dépend effectivement de tout un tas de circonstances. Après, il y a des exercices qui nous permettent d'entendre mieux. Mmh. Oui, Donc tout oui, ça, c'est et ça. c'est pourquoi l'alchimiste travaille dans un laboratoire, Mmh. moitié labor et moitié oratoire. Et la Oui, partie oratoire est aussi importante que la partie labor. oui. Vous aviez réalisé aussi une, opération théurgique il y a quelques années, au château d'Argile, dans la tour des Béatitudes. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu ou ce qu'il s'est passé? Et justement, j'ai un document d'époque, hein, le fameux Charivari de 1974, qui est assez rare maintenant. Mhm. Vous avez dû connaître à l'époque, toute cette Oui, époque-là, le Charivari? absolument. Oui. Alors j'étais justement avec mon ami Georges Combe, Ah oui, et donc on est allé dans cette course sous la houlette de votre grand-père. oui. C'est-à-dire que c'est lui qui nous avait indiqué ça, et donc évidemment on est allé voir. Mmh.
Et donc on est rentré dans cette tour, on s'est dit, tiens, on va y passer la nuit, Oui. pourquoi pas? Alors Mmh. pourquoi la nuit? Parce que c'est réputé que les phénomènes se produisent, Oui, moins il y a de pression humaine. oui. Donc plus les gens dorment, mieux ça marche. Donc on s'est dit, on Ouais. va y aller dans le moment le plus favorable, sans savoir exactement ce qui allait se passer. Mmh mh. Donc déjà, quand on a voulu rentrer à l'intérieur de la tour, il y avait des cohortes de fourmis qui nous empêchaient de le faire, D'accord. mais qui se tenaient les unes j'allais dire les unes en se tenant la main. Et Mmh mh. ça faisait vraiment un mur de fourmis. Bon, Mmh alors mh. cette idée, travaillant au laboratoire, j'ai quelques notions aussi de théurgie. Et par conséquent, j'ai dit, tiens, je vais essayer de recréer un équilibre. Donc je Mmh. recrée un équilibre et à ce moment-là, pof, le mur vivant se dissout et on rentre. Donc on Mmh mh. va dans la tour et vous vous souvenez, le sol est de terre battue. Mmh mh. Mmh. Donc il y a de la poussière sur le sol, bon, très bien à tel point, c'est qu'on voit nos empreintes de pieds. Mmh mh. Bon, donc on s'installe, et puis Georges commence à tourner et à regarder. C'est un réalisateur cinéaste, donc il Oui, a oui. l'œil. Mmh mh. Ouais. Et puis tout d'un coup, il dit, regarde, il y a quelque chose d'étrange. Et sur le sol, il y avait des traces, comme des traces laissées par des vers. Mmh mh. Vous savez, un ver qui glisse dans la poussière, ça fait une trace. Mmh mh. Et bien, il y avait ces traces-là. Alors, non seulement elles n'étaient pas là quand on est rentré, sinon on les aurait remarquées, mais plus fort que ça, c'est qu'ils chevauchaient nos propres empreintes, ce qui prouve qu'elles étaient arrivées après. Mmh mh. Donc déjà, c'était un peu étonnant parce qu'on n'a rien vu, rien entendu. On a juste constaté qu'il y avait des traces dans le sable. Et à partir de ce moment-là, on est au milieu de la tour. Et moi, je me dis, bah, si c'est des réalités entre les mondes, il est peut-être possible de changer la fréquence pour voir si on peut capter quelque chose d'autre. Et ce que je fais. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose. On est environné de vols d'oiseaux. C'est-à-dire qu'on sent l'air, on voit rien, hein, mais Mmh on mh. sent comme s'il y avait des nuées de pigeons qui volaient autour de nous. On D'accord. entend les battements d'ailes, on sent le souffle et on voit absolument rien. Et la tour commence à osciller. Et la charpente est en bois et on entend des bruits comme sur un bateau. C'est-à-dire le bois craque, pas au point de rompre, mais on entend vraiment comme un bateau pris par la tempête, quoi. Mmh mh. Alors évidemment, on est un peu surpris par l'ampleur des phénomènes, parce que c'était pas à peine suggéré, quoi. On pouvait pas Ouais. passer outre. Mmh mh. C'était vraiment quelque chose d'extrêmement pertinent et prégnant, quoi. On n'a pas eu le choix. Ouais. Et oui, oui. Et à un moment, c'était même tellement fort qu'on a dit, bon, bah, on va pas insister, après on ne sait pas ce qui va nous arriver. Mmh mh. Donc, courageux mais pas téméraire. Donc on a dit, moi j'ai dit, bah, moi je referme la porte Ouais. et je reviens à notre fréquence naturelle. Et les choses redeviennent normales et on sort. Mmh mh. Donc voilà ce qui s'est passé. Et Alors ça, c'est c'était en quelle année? Parce que je sais que genre, mon grand-père m'a amené Georges Combe au château en 93. Alors je sais pas si c'était bien plus tard. La première fois, hein, quand il l'a amené là-bas. c'est peu de temps après. Ouais, c'est peut d'accord. Peu tard. J'ai pas l'année en tête exactement, Georges Ouais, peut-être s'en souvient mieux que ouais, moi. d'accord. Mais disons que c'était, on s'attendait à quelque chose, mais pas à ce point-là, quoi. Eh oui, oui, oui. Non, mais c'est très fort, hein. Ah C'est ouais, un lieu c'était très, très, très très fort. fort, la NASA s'y intéresse d'ailleurs. C'est ça. Oui, c'est un lieu très important, c'est sûr. Mais l'aimantation des plans, malheureusement, comme l'avait dit Eugène Cancelier à l'époque, à cause des avions, bon déjà en 52, bon, ça allait, mais à partir des années 70, c'était très compliqué. Je pense que vous le savez, l'aimantation des plans était compliquée. Oui, Actuellement, c'est encore pire, je pense. mais Enfin, tout ce qui est fait peut être défait. oui. Donc, il y a toujours des perturbations. Il y a eu des siècles où il y a eu des perturbations électromagnétiques dues au Soleil, dues Oui. à des volcans. Donc, il y a Mmh. toujours des raisons. Et vous savez ce qu'on dit dans la voix, hein, Ah! Ouais. quand le profane, pardon, quand l'initié cherche du travail, le profane cherche des excuses. Oui. C'est-à-dire qu'on a toujours des raisons de rien faire ou de mal faire ou de pas faire. Mais par contre, on peut toujours trouver des moyens, on peut toujours trouver des clés. Et heureusement, sinon ça veut dire que le monde tel qu'il est immuable. Mmh. Et que bah, s'il ne nous plaît pas, on a juste qu'à patienter qu'il s'écroule de lui-même. Je ne Mmh. pense pas.
Mais parfois, comme dit un certain Veilleur, l'artisan est étonné de ses propres travaux. Et c'est Aussi, vrai, c'est vrai. il y a quand même une notion très forte Mmh. d'inspiration et j'oserais dire, quelquefois, dans certains cas, de grâce. Mmh mh. Il se Mmh. passe des choses inexplicables. Moi, je le vois quand j'écris. Eh bien, je raconte des histoires dont j'ai pas la moindre idée. Mmh mh. Mmh. Et j'écris quelque chose dans le livre et je dis, mais pourquoi j'écris ça? Et 40 pages plus loin, je comprends comme le lecteur. Mmh. Et Où oui. je décris des situations, des personnages qui sont corroborés par l'histoire plus tard, qui sont même corroborés sur des lieux. Je vais sur le lieu, je retrouve des traces de ce que j'ai écrit alors que j'ai jamais mis les pieds dans ces lieux. Mmh. Et oui, Donc ça m'étonne pas vraiment. oui. Alors vous aviez eu aussi une expérience à l'île de Pâques en mars 2016 où c'était très prégnant, très, très fort aussi. Est-ce que vous pouvez me Mhm. raconter un peu, cet épisode, qui est important, je pense, pour vous aussi à l'île de Pâques? Alors je peux vous raconter mieux que ça parce que j'ai refait l'expérience l'année Ouais, dernière. d'accord. Mmh. Je suis retourné à l'île de Pâques Mmh. l'année dernière avec un groupe Mmh. et faire une expérience que je ne pourrais plus jamais refaire Ouais, parce que on était là-bas lors de l'éclipse annulaire. d'accord. Et une éclipse, c'est une ombre qui se projette sur la Terre, et l'ombre, elle est petite. Donc, pour que l'ombre coïncide avec l'île de Pâques, les probabilités sont extrêmement faibles. En gros, il y en a une tous les 10 000 ans, quoi. Et Mmh. on y était. Mmh. Et il se trouve que là-bas, eh bien, il y a de l'obsidienne native. Mmh. Il y en a vraiment partout. Donc, on a mis de l'obsidienne à un endroit particulier qui s'appelle le nombril du monde. Et à cet endroit-là, on a mis de l'obsidienne pendant l'éclipse. Et cette obsidienne était teintée de l'énergie de l'éclipse. Bon, bah, c'était assez particulier, hein. J'imagine, oui. Oui. Donc, il s'est passé encore des choses assez incroyables, quoi. Le mécanisme de comment on a fait les Moai, qui l'a fait et pourquoi. Mmh. Ouais. Donc, comment dirais-je, c'est pas les Rapa Nui qui ont fait ça, c'est pas les habitants. Il faut dire que c'est une civilisation qui taillait pas la pierre. Donc, il n'y a aucune raison que du jour au lendemain, ils se décident de faire des trucs qui font 20 tonnes, quoi. Mmh. Par contre, les Incas faisaient ça. Mais ils n'étaient pas tout près. Et il se trouve que Tupac Yupanqui, le fils du grand Inca, décide à un moment d'aller chercher une terre que les dieux lui ont indiquée. Mmh. Donc il part avec une flotte et ils partent au hasard. Bon, quand on voit la taille de l'île de Pâques et où elle est, on n'a aucune chance de la trouver au hasard, hein. Ah oui, Ce serait un c'est billard sûr, cosmique, quoi. c'est sûr. Oui, Partez au oui, hasard avec un bandeau sur les yeux, avec un bateau, puis tomber sur l'île de Pâques. Bah, j'aime mieux vous dire que les probabilités sont vraiment faibles. c'est Et vrai. pourtant, ils sont tombés dessus. Mmh. Et ils sont tombés dessus. Et là, sur cette île, ils viennent avec un savoir. Et ils décident de tailler les pierres. Et ils les taillent d'une manière particulière. Et aussi, comment ils les déplacent, aussi d'une manière particulière. Il faut savoir qu'ils sont contactés. Mais tout ce que je dis n'engage que moi, mais sur tous les voyages que je fais, j'ai cette piste-là. Ils sont contactés par une civilisation préalable à la nôtre, Mmh. qui sont les Arcanéens, qu'on appelle les grands anciens. Certains les ont affublés du titre de reptiliens parce que ils avaient des têtes un peu, c'était des amphibiens. C'était pas des Mmh. reptiles, hein, c'était des amphibiens. Et eux, ils avaient une civilisation qui n'était pas une civilisation de la machine, mais une civilisation des ondes. Et Mmh. donc, avec des ondes et des vibrations, on pouvait se chauffer, s'éclairer, faire bouger des choses. Et c'est ce qu'ils ont utilisé. Et c'est la technologie qu'ils ont utilisée sur place. À tel point, sur votre téléphone, s'il est en vibreur, il est sur votre table de nuit, on vous appelle, il bouge. Donc, ce qui veut dire que si j'induis une vibration sur une pierre, la vibration fait que la pierre ne touche plus le sol. À ce moment-là, il n'y a plus de frottement et pour le déplacer, il suffit de souffler dessus, hein. Ouais. C'est la manière qu'ils ont utilisée. Donc, c'est comme ça qu'on a déplacé. À tel point, c'est que les anciens disent, on a vu les mailles se déplacer en bougeant, comme s'ils marchaient. Ouais. Alors, l'exemple le plus simple, si vous avez un frigidaire à déplacer, comment vous faites? Est-ce que vous le tirez? Non. Vous le mettez sur un coin, vous le basculez sur un autre coin, ainsi de suite. Et si vous Et oui. regardez, vous Ouais. avez l'impression qu'il marche, un Oui, pied oui. après l'autre. Ouais. Eh ben, Mmh. c'est comme ça qu'ils ont fait.
Alors après, mais comment tailler ça? Comment tailler des pierres aussi importantes? C'est le même mystère que les pyramides ou le Machu Picchu, puisque la civilisation à la base est la même. Mhm. Eh bien, il y avait des possibilités de rendre les pierres molles, voire Oui. liquides. Et ensuite, il suffisait de les mouler et de les re-rendre dures. Finalement, c'était des polymères. Mhm. Et c'est comme ça qu'ils ont fait. Alors, comment ils ont fait? De la même manière, avec des vibrations. Avec des vibrations, on peut rendre la matière molle, et avec d'autres vibrations, on peut rendre la matière dure. La chose la plus Exactement. simple, c'est que le béton vibré est bien plus dur que du béton pas vibré. Parce que quand je vais faire vibrer des matériaux en suspension, ils vont s'organiser. Ils vont Mhm. s'organiser en réseau cristallin. Et donc, en réseau cristallin, ça va devenir dur. Vous pouvez faire l'expérience, vous prenez un carton, vous mettez des billes en verre dedans, et vous passez la main à travers les billes. Il n'y aura pas de problème. Maintenant, faites vibrer le carton. Et essayez de passer la main entre les billes, ça ne passera plus. Les billes se sont organisées en réseau cristallin. Donc, c'est comme ça qu'ils ont fait. Et la question, comment ils ont fait pour mettre les matières, changer la nature avec des vibrations, par exemple en jouant de la musique ou en chantant. Mhm. Ça marcherait pareil. D'ailleurs, Effectivement, dans la oui. Bible, on parle des trompettes de Jéricho, hein, Mhm. qui ont suffi à abattre des murailles. Et puis, il y a quand même quelque chose d'étrange, hein. Les bâtisseurs travaillent sur un endroit particulier. Cet endroit particulier porte un nom. On appelle ça un chantier. Le chantier, c'est quand même Mhm. bien l'endroit où on chante, hein. Oui, 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 Donc, oui. ils ont utilisé effectivement des méthodes enchantées pour faire ça. Et c'est ce Mhm. qu'on a pu démontrer et vivre sur l'île de Pâques. Mhm. Ouais. Et ça rejoint aussi, justement les Templiers, en fait, qui justement utilisaient le son des voyelles A, E, I, O, U, justement leur déclinaison, comme la catalyseur de transformation, en quelque sorte, Oui, mais à pour les l'origine, Templiers. c'est très Mmh. kabbalistique. Oui, oui. Mmh mh. Parce que la Kabbale utilise évidemment toute la vibration. Puis même dans les textes, on dit au début était le verbe, le verbe. Oui, Et on rajoute exactement. même dans la Genèse, il y a un passage où on dit le souffle de l'Éternel plaça à la surface de l'eau. Et on se dit, mais quel rapport dans un acte de création? Quand vous Mmh soufflez mh. sur l'eau, il se passe quelque chose, ça fait des ondes. Mmh mh. Donc on voit bien que la vibration crée la forme. Mmh mh. Ouais. Donc si la vibration crée la forme, il suffit d'avoir la bonne vibration pour que la matière suive la vibration. Mmh mh. Ouais. Donc voilà. En Égypte aussi récemment, il vous avez fait un voyage et puis, une opération, il s'est passé certaines choses aussi, je crois, aux pyramides? Il se passe toujours plein de trucs dans les Oui, voyages que je fais, sinon je bien ne les ferais sûr, pas. bien sûr, j'imagine. Voilà, je fais un certain nombre de choses effectivement en Égypte. Ouais. Bon, les choses les plus spectaculaires, parce qu'il se passe plein de choses, déjà il faut voir, parce que je Mmh. peux raconter plein de trucs, mais les gens vont dire il est fêlé. Mmh mh. Bon, c'est pas grave, ça laisse passer la lumière, hein, disait Pierre Dac. Oui. Mais l'idée, c'est que je fais la cérémonie de régénérescence dans la chambre de Khéops, Mmh mh. qu'on arrive à privatiser. Mmh mh. Mais ça, avant d'expliquer tout ça, il faut expliquer quelque chose de fondamental, que les Égyptiens savaient et que j'ai su après être mort. Parce que j'ai eu quelques années un accident, je suis mort et je suis revenu. Mmh mh. Mais je suis resté mort pendant quelques heures. Et j'ai Ouais. constaté quelque chose, enfin j'en ai déduit quelque chose, c'est que même pendant que mon corps était mort, je continuais à penser, alors que j'étais en électroplat. Donc la question, Mmh. c'est si mon biologique ne fonctionnait pas, avec quoi je pensais? Ouais. Et j'en ai donc déduit que l'âme n'est pas dans le corps. Oui. D'ailleurs, on l'entend en français quand on parle de la mort, C'est c'est ça, bien l'âme l'âme or. or, l'or, ouais. Voilà. Et puis C'est aussi le mmh. quand quelqu'un ne bouge plus, on le secoue pour le réanimer, c'est-à-dire Mmh. pour lui rendre son âme. Sinon, il est inanimé. Il n'a Ouais. plus son âme. Donc, comment faire revenir l'âme? Mmh. Donc, l'idée, maintenant, j'en suis absolument convaincu pour l'avoir vécu, c'est que l'âme n'est pas dans le corps et que le corps n'est qu'un poste de récepteur, mais c'est pas l'émetteur. Alors, la première conclusion, c'est que c'est pas parce que j'éteins le poste de radio que je tue le chanteur qui est dedans. Donc, finalement, l'âme est immortelle, il n'y a que le poste, le corps qui est mortel. Mmh mh. Ça, c'est la première conclusion. Et les Égyptiens le savaient. Donc, ils se sont dit, ils cherchaient l'immortalité. L'âme est immortelle, le seul truc qui est mortel, c'est le corps.
Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va changer d'émetteur. Quand le corps va mourir, on va prendre un émetteur immortel, en pierre par exemple. Et à partir de ce moment-là, je vais pouvoir soucher l'âme sur le corps de pierre. Ça sera donc à partir de ce moment-là une statue animée. Et c'est ce à quoi servent les pyramides. Mmh. Ça n'a jamais été des tombeaux, on n'a jamais trouvé de corps dedans. Mais ça servait à décrocher l'âme du pharaon mourant pour l'accrocher à la statue qu'il représentait et lui Mmh. donner une immortalité. Alors, il y avait deux cérémonies, la cérémonie de résurrection qui était celle-là, et la cérémonie de régénérescence, c'est-à-dire comment, au bout d'un certain temps, on pouvait régénérer le corps, toujours dans la même pyramide, pour qu'il dure plus longtemps. On ne changeait pas de récepteur, mais on l'améliorait. Et Mmh. c'est cette cérémonie que je fais avec les participants qui sont avec moi. Je ne fais pas la résurrection parce que je n'ai pas de défunt avec moi, Mmh. D'accord. mais on pourrait, par exemple, Mitterrand l'a fait. Oui, auteur de L'abeille et l'architecte d'ailleurs. Absolument. Et il connaissait les forces de l'esprit. Absolument, à tel point, Ouais. c'est qu'il a fait cette cérémonie Mmh. et qu'il a accroché son âme à une statue qui est au D'accord. château de Rambouillet aujourd'hui. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Donc, si vous allez au château de Rambouillet, vous allez voir, il y a une barque solaire, un automnier qui a sa tête. Mmh. Ben, c'est pas un hasard. Il a fait une statue égyptienne avec lui dedans, à Ouais. un endroit où personne ne le voit. Donc, quel intérêt, quoi. Ça rappelle le bateau de Jacques Coeur d'ailleurs, Bien la sûr, représentation du bateau, ouais, bien sûr. aussi. Ouais, aussi, ouais. Mm. Hem, Dans un autre registre, je voulais demander si pour vous, le cromlech de Rennes-les-Bains, le monument celtique, pourrait agir comme un creuset naturel alchimique, c'est-à-dire le microcosme et macrocosme. Ben, pourquoi pas? C'est drôle parce que j'y étais pas il n'y a pas longtemps, j'étais Ah dans les oui, châteaux de Qatar, d'accord. la semaine dernière, Ah, donc pour voir et vivre un certain nombre de choses. du côté de Montségur ou plutôt les autres ou? Plutôt Montségur, enfin, Oui, mais c'est pas tellement Montségur qui m'intéresse, c'est plutôt d'ac Père-Perthuse. ah oui, Perpétuuse, OK. Je suis allé à Père-Perthuse, à Puy-Vert, le pic du Oui, Bugarache, évidemment, bien sûr. La montagne aux fées, Rennes-le-Château, c'est la voilà, montagne aux fées. Ouais, entre autres, oui. ouais. Enfin, dans l'ancien temps, on l'appelle montagne aux fées. C'est Eux le ça, on peut savent, comprendre. eux Voilà. le savent, ouais. On ressent quelque chose de très, très fort à Bugarache, c'est vrai. Ah, le mot est faible, oui. Oui, oui, Donc là oui, c'est aussi, il très se passe toujours des tas de trucs assez étonnants. Nébias aussi, c'est très puissant, hein, tout Oui, oui, cette oui, mais vous région-là. savez, il y a tellement de lieux de cette nature-là dans le monde Ouais, qu'aujourd'hui, on est obligé de faire plus d'efforts pour ne pas les voir que pour les voir. C'est parce que notre intention est capturée par des tas de trucs matériels, on est englué justement. et oui, Et malheureusement. c'est pourquoi on remet du spiritus dans le monde, ne serait-ce pas pour convaincre, mais rouvrir les yeux. Mmh. Ouais. Et chacun verra par lui-même. La transmission, c'est pas imposer son chemin, mais c'est permettre à chacun de le trouver. Mmh. Et donc pour ce cromlech de Rennes-les-Bains, quel est votre avis? Parce qu'on dit aussi que Rennes-le-Château pourrait être une demeure philosophale aussi. Mais on dit tellement de choses. Oui, Généralement, c'est les ignorants qui ça disent plein rejoint de choses. Gino Sandry qui a parlé de ça aussi et mon ami Rudy Jacquier. Oui, mais je veux dire, tous les lieux où on est proche entre deux univers, ça peut être un laboratoire. Mmh. Alors, est-ce qu'il est formel ou informel? Est-ce qu'il est créé par l'homme ou est-ce qu'il est préexistant? Et on met une guitoune dessus et un péage. Oui. Voilà. Après, on va dire, il n'y a que ceux qui suivent cette doctrine qui vont pouvoir y toucher. Mmh. Donc, c'est difficile de répondre à ça parce que ça Bien sûr. dépend. Ce qui est intéressant, c'est la source. C'est pas Oui, l'interprétation qu'on en a. Parce que l'interprétation, elle est culturelle. oui, Là, je suis en train d'écrire, par exemple, la suite de la bibliothèque perdue, et il se trouve que ça se passe oui, avec les je Templiers. j'allais vous en parler. Justement, oui, les Templiers, Ouais, auxquels, ouais, les donc, Templiers, ah ouais, ouais, donc je suis en plein vous aviez dedans là-dessus. participé aussi au livre de Patricia Daré, Les Templiers Madi, où justement il y a mon grand-père Michel Darcos et vous aviez expliqué justement l'histoire des Templiers avec le son, justement. Le Tout à son, fait. heu, le son, très intéressant, ouais. Et là, Ouais. le thème, c'est les Templiers redécouvrent la bibliothèque d'Alexandrie. Oui. Qu'est-ce que ça leur apporte et qu'est-ce que ça leur coûte? Mmh mh. Qu'est-ce qu'ils ont vraiment découvert dedans? Oui, oui. Donc là, c'est Donc, la je suite suis, du rêve de ouais, César, donc c'est absolument.
C'est c'est la ça, suite de c'est ça. cette bibliothèque, à une autre Oui, époque découverte par d'autres. oui. Et ça va avoir des implications extraordinaires dans l'ordre. Et déjà, j'ai appris plein de choses. Évidemment, les fondateurs, qui sont les fondateurs, quelles sont leurs vies, pourquoi, comment, Mmh. qu'est-ce qui les a décidés d'aller à Jérusalem, Mmh. et ainsi de suite. Oui. Et là, c'est en cours, alors du coup, ça sortira Ouais, ouais, bah, peut-être ça sortira bientôt? quand je l'aurai écrit. Comme je fais 2 Oui, millions de choses en même temps, bien sûr, c'est un peu compliqué, mais disons j'imagine bien. que je pense l'avoir fini à la rentrée, là. D'accord. Alors, je reste juste sur est-ce que vous connaissez la grotte de Montferrand qui se trouve pas très loin? Là, visiblement qui est reproduite sur la fresque de la Toison d'or de l'hôtel allemand de Bourges. Ça, c'est mon ami Rudy Jacquier dans son dernier livre justement, «L'énigme s'arrête ici». Quel est votre avis sur cette grotte? Si vous avez entendu parler de cette grotte de Montferrand? Non, j'ai pas entendu. Si vous saviez le nombre de choses que Ouais, j'ignore, ça m'étonne. Enfin, heu, il faut heu, partir du principe qu'il y a plus de choses qu'on ignore que de choses qu'on connaît. en fait, elle est en dimension spéculaire, en miroir de la Toison d'or de l'hôtel allemand. Je trouve que c'est intéressant à aller voir. Aussi, il y a la cavité du Bézis, où il y a des cristaux particuliers, on pourrait peut-être trouver des pierres philosophales à cet endroit. La cavité est très, très importante au niveau de l'entourage de Rennes-le-Château. Oui, pourquoi Ouais, pas, vous ouais, savez, mais le ouais. monde est plein de merveilles. Bien sûr. Finalement, Et l'idée, c'est pas d'aller à la quête de ces merveilles, c'est d'en comprendre une. oui. Et quel avait C'est été pourquoi votre ressenti du coup pour cette quête, cathare des châteaux justement, non, pour moi, c'est on fait un amalgame avec ça. C'est que les Cathares, Mmh. avant d'être des Cathares, n'étaient pas des Cathares. Mmh mh. Mmh. Oui, Lors de la je prends le construction. terme générique, hein, bien sûr. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que la construction de ces châteaux, des lieux choisis, n'ont rien à voir avec le catharisme. Oui, c'était bien antérieur. Bien, bien, Oui, voilà. Donc, comme les quelle est la vraie Extenstein, tradition? comme les Voilà, Extenstein et d'autres lieux. quelle est la vraie tradition C'est ça. qui est derrière tout ça, finalement? Mmh. Mmh. Donc, on ne peut pas se baser, en tout cas directement, sur le catharisme, Bien qui sûr, est un évidemment. schisme religieux, qui Oui. s'explique d'ailleurs, qui s'explique plus pour des raisons politiques que pour des raisons religieuses, d'ailleurs. D'ailleurs, la répression qu'il y a eu par le pape, c'est aussi pour des raisons politiques. Oui, et Donc, oui, on a fait disparaître le catharisme. beh, Par oui, contre, oui. d'autres choses m'intéressent un peu plus, comme évidemment la Bessonnière et Oui, Rennes-le-Château. oui, bien sûr. Parce que la question se pose toujours, qu'est-ce qu'il a trouvé? Et oui, et oui, Ah oui. oui. Stolladel des Chevaliers ou d'autres. Alors quel est votre avis justement sur cette affaire qu'est-ce qu'il aurait Alors, trouvé? Est-ce que vous pensez qu'il aurait pu être aidé par la Société Angélique de Lyon, Société du Brouillard, qui par la suite, en fait, on la retrouve plus tard, cette Société de Lyon, avec, Alpina en 1954 derrière les dossiers Lobino et puis qu'on retrouve maintenant, plus récemment, qu'une certaine Résurgence? Est-ce que ce ne serait pas une suite logique, alors, c'est finalement? pas impossible. C'est pas impossible parce qu'il n'a pas trouvé de numéraire. Mmh S'il mh. avait trouvé un trésor, il l'aurait vendu à quelqu'un. Et Mmh mh. un jour ou l'autre, les objets seraient ressortis. Donc, il n'a pas trouvé ça. Les Templiers, quand ils sont partis, ils ne sont pas partis les mains vides. Et bien sûr Eh qu'ils ont oui, été prévenus avant d'être arrêtés. On ne ouais, peut pas imaginer qu'il n'y ait pas un Templier qui n'ait pas un prévôt dans sa famille, quoi. ouais, Et à ouais. tel point, c'est que 3 jours avant qu'il soit pris, justement un vendredi 13, ça tombe bien pour aujourd'hui. Oui, effectivement, Voilà. Eh bien, à la bonne heure, on est voilà, dans le bon temps, on y est. on est à la bonne heure. Donc, ils ne sont pas partis les mains vides, parce que trois Mmh mh. jours avant d'être pris, on a des charrettes de foin qui partent de toutes les grandes commanderies. Donc, on peut imaginer que ce n'est pas des charrettes de foin. Et on peut imaginer que le trésor le plus important que les Templiers ont trouvé, et le trésor des Templiers, c'est pas du numéraire non plus, c'est de la connaissance. Mmh. Eh oui, C'est-à-dire, oui, c'est ce qu'ils ont trouvé dans la bibliothèque perdue. Et oui. donc, ils ont ramené des documents, et ces documents, il y en a qu'ils ont enterrés à différents endroits, Mmh mh. dont la chapelle à Rennes-le-Château, Mmh mh. Mmh mh. dans une crypte souterraine. Ouais, bah, cette Voilà, et fameuse crypte, ouais, on attend voilà, toujours, voilà. oui, c'est vrai. Et c'est sûr qu'il y en a une parce que
aujourd'hui, par exemple, la chapelle est en train de s'effondrer. Mmh. Donc ça prouve qu'elle est construite sur quelque chose de vide. Mmh. Mmh. Bah, Alors, c'est est-ce que Redae, hein, c'est cette idée que toute la région, est quelque chose de très particulier. Ces cavernes dont parle Jules Verne, le songe ah de bah absolument, Polyphile, Rabelais en parlait aussi de cette bien lumière sûr. intérieure. Et Mmh. Jules Verne fait plus fort que ça. Dans Le Ouais, Beau Danube jaune, qui est un roman de lui qui n'est pas très connu, eh bien, ouais, il parle de Soulbugarache. Il donne des points géodésiques, les points d'entrée. effectivement, ouais, Et il raconte aussi des choses extrêmement mystérieuses. ouais. Et Et d'ailleurs déjà, Mitterrand, quand il est venu en 1981, son chapeau, c'était un chapeau Bugarache. ah oui, pourquoi pas. Oui, étonnant, hein? Il avait choisi. Ouais, 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 pourquoi pas. Oui, oui. Je vous ai coupé, pardon. Vous Non, m'avez non, il n'y dit? a pas de mal, mais il y a Ouais. plein d'histoires qui s'intermêlent. Oui. Mmh. Donc, c'est pour ça aussi qu'il faut éviter de partir dans tous les sens, sinon on perd le fil. Et On fait le fil d'Ariane, ouais. voilà, 1000 Ouais. flèches dans tous les sens, ça va moins loin qu'une seule flèche. C'est Et c'est c'est vrai. pour ça que j'ai aussi tendance à suivre ma voie. Même si je ne dis pas que les autres sont pas intéressantes, mais j'ai tendance à rester sur ma voie. Bah, c comme dit un certain veilleur, c'est la voix qui est la voix, mais qui n'est pas la voix, mais qui est la voix. C'est ça. On la suit, on l'entend et Oui, on la dit. oui. Hem, cette histoire d'épée de Rocamadour, quel est votre avis? Ce qui s'est passé, je sais pas si vous avez entendu parler un petit peu de Oui, j'ai cela? entendu parler, mais c'est pas, vous Que savez que c'est la 9e réplique. oui, c'est une réplique, bien sûr. Mais le lieu Rocamadour, moi, j'avais adoré, avec, Feu Tepa, votre voyage alchimique, à Rocamadour. C'était extraordinaire. J'avais beaucoup Merci, aimé. le plus Ouais, possible. oui. Eh bien, là, l'idée, c'est que, bah, non, ça, elle a été piquée par des jeunes. Oui, ouais. Voilà, on sait qui c'est, on sait quand, on sait comment, on sait pourquoi, et il y a une réplique qui va être remise en place en grande pompe. Mmh, d'accord. Donc, ça n'a Mais le rien lieu, de. oui, il y a rien de mystérieux, Non, mais c'est ce pas un lieu, de toute signe, façon, c'est pas ce lieu Rocamadour est extrêmement puissant aussi, hein. extrêmement un de Aussi, plus. Vous me un peu direz, plus, oui. Mmh. c'est comme une cathédrale, je dirais, un lieu Oui, sacré, il y a plusieurs piliers. oui. Donc, bah, c'est normal qu'on trouve des piliers un peu partout, quoi. Il y a 2 lieux, le Machu Picchu, quel est votre ressenti? Et les Extolstein en Allemagne. Je ne sais pas si vous y avez été aux Extolstein? Non, mais je suis allé au Non. Machu Picchu. Oui. Alors le Machu Picchu, est-ce que vous pouvez me dire, votre ressenti sur ce lieu? Moi, quand j'y étais, je me suis senti comme à la maison chez moi. Bah, je me suis ressenti revenu, en Bah, fait. déjà, moi, j'ai On ressent ça. compris, vous savez, quand on rentre, on passe les caisses, et Mmh mh. dès qu'on voit Mmh. les caisses, on voit le site. Et avant, on Ouais. ne peut pas s'imaginer ce que c'est. Et quand Mmh. j'ai vu le site, j'ai compris comment les gens du coin pouvaient croire que c'était la demeure des dieux. Eh oui. Mmh. Parce que c'est pas bâti pour des hommes, quoi. Mmh mh. Mmh. On voit, n'importe, on n'a pas besoin d'être un hystérique mystique pour sentir ça. Mmh. Il y a le lieu lui-même est un creuset, c'est juste exceptionnel. Et là se pose encore la question, mais comment ils ont monté les pierres? Pourquoi les Eh oui. pierres, elles ont des drôles de formes? Vous savez, pourquoi elles sont ventrues? Il n'y a pas un tailleur de pierre qui fait des pierres ventrues. Ouais. Pourtant, elles le sont. Et la Mmh. seule raison pour qu'elles puissent être ventrues, c'est qu'à un moment, elles aient été molles. Eh oui, encore ces pierres molles. Voilà. Et Du quand on le Tassili met, aussi, on le retrouve ça au Tassil Nadjer, on aussi va le cette trouver idée partout de puisque c'est la même pierre molle. méthode. Ouais, ouais, C'est la même méthode. ouais. Et donc, quand il y avait un trou dans un mur, on mettait de la matière molle, et le temps qu'elle prenne, elle coulait, si je puis dire. Mmh mh. Donc, on peut parfaitement comprendre qu'elle devienne ventrues. Mouais. Et oui. Oui. Et on a la même chose avec les pyramides, par exemple. Les pyramides n'ont pas été taillées. Mmh mh. C'est pour ça que sur les chantiers, on ne trouve que des nous et des planches. En gros, ils faisaient des coffrages. Une fois que les Mmh mh. coffrages étaient faits, ils remplissaient, ils attendaient que ça prenne, ils déplaçaient les planches et ils remplissaient. C'est pour ça qu'il n'y a pas de joint non plus. Oui, c'est ça. Et comment Ouais. on en est sûr? Bah, C'est mieux en ça. voilà, quand on prend une pierre de la pyramide et qu'on la casse, et ben dedans on retrouve des ongles, des cheveux, de la paille, ce qui veut dire qu'à un moment c'était liquide. Mmh mh. Et il y a des expériences qui ont été faites sur place, je dirais par des vrais géologues, entre guillemets,
qui font des polymères, c'est-à-dire on fait comme un ciment avec les matériaux qui composent la pierre, et on s'aperçoit qu'il y a des phénomènes curieux. Quand on les met en vibration, à Mmh. l'intérieur poussent des cristaux qui montrent que c'est comme si c'était des pierres taillées et non pas des pierres moulées. Oui, oui. Alors évidemment, pourquoi on n'en parle pas? Parce qu'il y a aussi des dogmes scientifiques et que ça emmerde tout le monde de dire maintenant ce dont vous croyez depuis 50 ans et vous nous rebattez les oreilles en disant c'est comme ça, c'est pas autrement, on peut vous prouver le contraire. Mmh mh. Mmh. Donc on préfère dire non, non, ça n'existe pas, vous êtes fous, vous êtes des sauvages, Et oui, vous avez raison. malheureusement. Ouais. C'est ça. Dans l'alchimie arabe ancienne, il est question, d'un groupe secret, hein, qui avait, heu, les Frères de la Pureté, l'encyclopédie des 52 épîtres. Je pense que vous aviez étudié ça, la collection, chiite ancienne, c'est la Rosa Hickman al-Safar. Quel est votre avis sur cette encyclopédie Mais des Frères de la Pureté? j'ai Mmh. pas d'avis parce que quand il y a des vraies associations, des vrais groupes, ils restent Mmh. secrets. Ah oui, ils étaient très secrets, oui, oui. Ouais, mais la Ils preuve que non, étaient puisqu'on en parle aujourd'hui. oui, Donc, oui, c'était discret alors, plus ou voilà, moins. bon, c'était discret et Ouais. il faut savoir qu'en alchimie, l'expérimentateur a une place dans l'expérience. Donc, c'est toujours plus difficile de faire des choses à plusieurs que tout seul. Enfin, effectivement, Et effectivement. Ouais. c'est pourquoi il y a peu, voire pas d'école d'alchimie. Mmh mh. On peut enseigner à des disciples, mais faire des cours magistraux, en tout cas en opératif, c'est extrêmement difficile. On Mmh. peut faire des creusets partis, on se met tous autour d'un foyer, on fait fondre du métal, ne serait-ce que pour constater que ça ne fond pas pareil chez tout le monde. Ça, c'est expérimental. Mais je veux dire, travailler dans un laboratoire, chacun a son laboratoire et on ne fait pas rentrer quelqu'un d'autre. Oui. Donc pour moi, des groupements secrets dans l'enseignement, dans la transmission, ça me paraît toujours suspect. Que des Mmh mh. adeptes ensuite aboutis se rencontrent pour échanger, ça, j'ai rien contre. Mmh mh. Mais encore une fois, ils le feront d'une manière discrète. Il faut savoir que la motivation qui nous habite n'est pas la même que celui du monde vulgaire. Mmh. L'ego, le pouvoir, le paraître, on s'en fout. Au contraire, c'est ce qu'on essaye de faire disparaître. Effectivement. Je vous Oui. rappelle que la chimie, ça sert à défaire, pas à faire. Mmh mh. Oui. Donc, Et même dans les il y a ouais, ouais. c'est toujours quelque chose qui est le plus humble, le plus discret. Ça n'empêche pas d'être reconnu, ça n'empêche pas d'en parler, ça n'empêche pas d'être heureux qu'on aime notre travail. Oui, bien sûr. Ouais. Mais en dehors de ça, et puis c'est toujours des traditions secrètes dont personne n'a jamais entendu parler. Ça sort d'un chapeau un jour, pouf, Ouais. et tout le monde dit ah bah oui c'était ça, et puis machin, bidule les trucs, a posteriori il en faisait partie et tout. Mais tout ça, vous savez, a posteriori, l'esprit humain a une étrange manière de pouvoir corréler les choses. Vous avez remarqué, quand vous voulez acheter une voiture, vous la voyez partout. Oui. Ça ne veut pas dire qu'il y en a plus. C'est le Zeitgeist aussi, l'esprit du moment aussi, c'est un peu le Oui, puis rien on à a voir. besoin, nous, notre mental est un gros feignant. Mmh. Mmh. C'est-à-dire qu'au lieu d'inventer des situations, il préfère répéter les mêmes Mmh mh. ou retrouver autour de lui des situations qu'il connaît déjà. Mmh mh. Effectivement. La différence entre l'astral et l'éther, on parle aussi de l'éther Enel, hein, justement aussi, mon grand-père Guithieu avait écrit dessus, hein, Enel. Hem, Quel est votre ressenti? Alors, il y avait aussi Eugène Constelli qui disait: «Seul le merveilleux réel». Alors c'est peut-être 2 questions en même temps, mais l'idée du réel qui serait l'éther et l'astral qui pourrait être un miroir déformant et qui pourrait en fait créer peut-être des miroirs, mais déformants. Quel est, votre Vous ressenti? savez, moi je suis un alchimiste et le propre d'un alchimiste, c'est d'être simple. Donc Mmh. tous ces concepts, pour moi, sont trop compliqués. D'accord. Et on peut trouver à chaque fois des concepts différents pour chacun d'entre nous. Bien sûr, bien Je sûr. constate un certain nombre de choses d'un point de vue opératif. Oui. Mmh. Donc cette réalité-là, c'est seulement une question de point de vue, c'est sûr, puisque je vous dis que c'est du spiritus entouré d'un voile. Ce qui veut dire Mmh. que si je retire le voile, je retrouve le spiritus. Mmh. Mmh. Après, cette réalité, s'il y a 7 voiles, il y a 7 niveaux entre la lumière et la matière.
Mmh. Nous, on appelle ça les mondes. Et quand je dis un monde, c'est pas une planète, c'est tout un univers. Mmh. Mais c'est un peu compliqué d'expliquer ça en 2 mots. Oui, c'est Et sûr. parce qu'il faut que je refasse toute la création. Oui, oui, oui. Parce qu'on peut comprendre que ça, les terres, l'astral, le bas astral, le haut astral, tout ce que vous voulez, c'est aussi extrêmement culturel. Oui, oui. Donc pour moi, c'est extrêmement compliqué. J'aime mieux vous dire, vous savez, Dieu est très mauvais en mathématiques, il sait compter que jusqu'à 1. Donc dès l'instant qu'on comprend plus L'unité. rien, Mmh. voilà, l'unité. Mmh. Quand on commence à fractionner pour comprendre, c'est une mauvaise chose. Celui qui fractionne, c'est le diable. Celui qui rassemble, c'est le symbole. Mmh. Donc Bah, un je me peu comme le méfie toujours diviseur, des interprétations. le Shatan, justement, Absolument, qui mais c'est divise, l'obstacle. qui est Satan, l'obstacle, ouais. non, c'est le Et diable qui sépare. oui, voilà, l'obstacle, c'est le Shatan. C'est ça, Satan, voilà. l'obstacle. Et d'ailleurs, l'initié travaille sur l'obstacle alors que le profane travaille sur les ombres. Mmh. Parce que s'il y a un obstacle, évidemment, il interrompt la lumière et projette une ombre. Oui. Le profane travaille sur les ombres, mais ça ne change rien parce qu'il ne peut que les déplacer, mais il ne peut pas les faire disparaître. La seule manière de faire disparaître les ombres, c'est de faire un trou dans l'obstacle. Et c'est ce que l'initié fait. Et encore une fois, Mmh. c'est pourquoi il utilisera un dissolvant pour dissoudre l'obstacle. Ouais. Et non pas pour travailler sur les ombres. Et c'est pourquoi les explications, pour moi, me semblent complexes. Parce que Oui. pour moi, c'est des ombres. Mmh. C'est vrai qu'il y a beaucoup de concepts, hein. Par exemple, moi, c'est vrai que j'adhère en partie à un concept du système de contrôle dont parlait Jacques Vallée en 1975 dans Le Collège invisible et qui disait qu'en fait, heu, il y aurait quelque chose de protéiforme, proté, qui pourrait tromper et qui pourrait s'apparenter donc soit à des apparitions à la fois, de Templiers, l'apparition de la Vierge, le phénomène OVNI et que tout pourrait s'inclure en fait en miroir, de l'inconscient collectif. On rejoint Jung et qu'en fait chaque peut-être forme pensée, agira en miroir de notre psyché en quelque sorte et qu'en fait serait le miroir de notre inconscient et de ce qu'on a en nous et le phénomène se montrerait en fait suivant notre miroir. Je sais pas Oui, ce pourquoi pas, mais encore une fois, tout ça, pour moi, sont des concepts ce sont des extrêmement concepts. complexes. Extrêmement complexes. Pour Oui. moi, en ayant ces concepts, ça m'explique rien et ça Mmh. simplifie pas mon chemin. Ah non, c'est Donc oui, pour moi, ça n'a oui. aucun intérêt. Mmh. D'accord. Je veux dire, c'est comme bricoler, vous savez, quand je bricole, je suis très mauvais en bricolage. Mmh mh. Donc j'ai un clou à mettre dans le mur, bah, je mets un clou, puis ça fait une fente. Et quand ça fait une fente, il va falloir que je change le papier. Puis s'il change le papier, il va falloir que je refasse le mur. Donc finalement, si je reviens plus loin que si j'avais jamais commencé. Mmh. Mmh. Donc Et la oui, voie de c'est l'alchimiste est une voie de simplification, mmh. mais pas de complexité. Mmh. Donc j'ai pas d'avis et surtout je cherche même pas à en avoir parce que D'accord. ça me fait pas avancer. Oui, oui, oui. Quelque chose qui me C'est plutôt simplifie une la vie. réflexion en fait, oui, mais je comprends ce Oui, que mais très bien, mais les questions c'est comme des valises, faut les poser, sinon on oui, les porte. oui, oui. Donc Alors j'expérimente, l'expérimentation est claire, nette, ça marche ou ça marche pas, il se passe quelque chose. Je vis les choses, j'utilise les outils qui sont ma perception naturelle et surnaturelle, et dans un premier temps, ça me suffit. Ça ne veut bien pas sûr. dire que j'écoute pas, ça ne veut pas dire que je ne comprends pas d'autres doctrines et d'autres cultures, Mmh mais si ça simplifie pas mon travail, ça ne m'intéresse pas. mh. Mmh. Alors par contre là, c'est une petite question sur, Fulcanelli, pour vous, qui serait-il alors? Parce qu'on a parlé d'Henri Boudet, on a parlé de plein de personnes, on a parlé de Cancellier, bon Cancellier qui avait écrit 2 logies alchimiques aussi, En marge de la science et de l'histoire. Heu, pour vous, Fulcanelli alors? Quel est ce Alors mystère vous savez et déjà la pourquoi? première chose, un adepte peut dire qu'il en est un, mais jamais il peut dévoiler un autre. Donc je vous Mmh. répondrai forcément pas. Oui. Et sur Eugène Cancelier, son travail, quel est votre, ressenti ou avis? Ce qu'il a fait à l'époque? Non, mais à l'époque, il a fait des choses intéressantes, hein. Mmh mh. Évidemment, il a parlé de choses extrêmement intéressantes et il a expérimenté. Mmh. Expérience qu'il a ratée en 1951 où il a cassé son œuf, ce qui a quand même déclenché une aurore boréale sur Paris. Oui. Donc Oui, oui, c'est oui, c'est ouais. quelqu'un qui a réellement Ah oui, expérimenté. oui. Oui. Oui, oui, Donc on oui. peut en dire que du bien. Bien sûr, oui.
Voilà, il y a Ah ben tellement de moi, gens, vous savez, j'aime beaucoup Eugène Cancelier, moi. Ouais. il y a ceux qui parlent d'alchimie, il y a les historiens de l'alchimisme, il y a les alchimistes, c'est pas les mêmes. Oui, effectivement, tout à Donc, fait. Oui. un alchimiste, c'est quelqu'un qui met la main à la pâte et il sait de quoi il parle, quoi. Oui. Et on se bat pas sur les textes en disant oui, mais toi, à la deuxième page, à la troisième mot, de la troisième virgule, tu dis pas comme. Mhm. Ouais. Alors, dans toute situation, j'utilise un mantra extraordinaire qui permet de régler tous ces problèmes-là, que je vais vous livrer aujourd'hui parce que c'est vous, c'est va chier. Oui, je sais, ça surprend toujours. Mais vous pouvez savoir comme ça fait du bien et comme ça résout des tas de problèmes. D'accord. Et oui, oui. Mais en dehors de ça, j'aime beaucoup Cancelier. Ouais. D'ailleurs, Oui. tous les alchimistes, dit-on, ont dans leur nom, alors qu'ils ne le choisissent pas, je ne parle pas de surnom, hein, ils ont dans leur nom une clé. Mhm. Par contre, Cancelier, c'est quand le sel y est. Mhm. Donc Mhm. pour moi, c'est déjà une bonne chose. Mhm. Oui, effectivement. Le l'idée du verre de la table d'émeraude, est-ce que vous pouvez me parler du verre? Enfin, si je vous parlais de ça, non. Vous l'évoquez. Oui, oui, bah écoutez, c'est déjà une direction. Mmh. Vert ou vert? Ou vert, ça dépend dans Mmh. quel sens on regarde. Mmh. C'est une transparence, Mmh. c'est une couleur et c'est une vérité, comme son nom l'indique. Mmh. Et Ouais, ouais. vous savez, vous venez de quelque part. Quand je vous dis d'où vous venez, je vous demande de quel endroit vous venez. Mais si vous venez d'un endroit, c'est quelque part, il y a un envers. Et ben notre Effectivement. quête, notre quête est la quête de l'envers et pas la quête de l'endroit. Mmh mh. Mmh. L'endroit, c'est où vous habitez. Mmh. L'envers, c'est l'autre côté, qui est collé au spiritus. Mmh. Donc on peut trouver le spiritus qu'à l'envers, pas à Mmh. l'endroit. Ou alors il faut faire des trous dans l'endroit pour laisser passer l'envers. Effectivement. Voilà. Il y a Donc aussi encore toute une fois, l'idée, dissoudre, ouais, purifier. ouais, l'idée du Graal qui serait la lumière en fait et l'or, peut-être même le concept de sang de plasma sur le Graal, l'idée du sang. Alors pas Est-ce du que vous tout, pouvez enfin, encore une fois, ce que je dis n'engage que moi. mmh mh. Ouais. Je ne veux froisser aucune croyance. D'ailleurs, la foi ne se discute pas. Donc, j'en Oui, discuterai pas. oui, oui, oui. Mais déjà, il y a quelque chose d'assez étonnant. Comment peut-on imaginer que il y a les apôtres amis d'un prophète, il se fait crucifier, le premier truc qu'ils font, ils prennent une coupe, ils vont récupérer le sang. Mmh mh. Ça, c'est peu probable, ou alors c'est des fétichistes, hein. Ouais. Mmh. Mmh mh. Alors, ça ne veut pas dire ça. Déjà, Graal, c'est la racine Gal, la Oui, pierre, Al la au-dessus. pierre. Mmh mh. Gal, mais Al au-dessus, c'est-à-dire au-dessus, au-dessus de la pierre. Donc finalement, le Graal est un contenant. Et la pierre qui contient la lumière. Alors comment on peut le savoir? Ben, le mystère de la transsubstantiation, vous savez, le vin et le pain. Oui. Mmh mh. Quand on prend une coupe en or Mmh mh. et que l'or a été fait correctement, c'est-à-dire qu'il est purifié comme il faut et qu'il est battu comme il faut. Vous avez remarqué que le vin de messe, c'est du vin blanc. Mmh mh. Et quand on demande au curé pourquoi, il dit c'est pour pas tacher les linges, qui est évidemment une connerie. Alors pourquoi c'est du vin blanc? Parce que quand vous mettez du vin blanc dans une coupe en or ou de l'eau et que vous éclairez, ça devient rouge. Parce que la lumière vient frapper les côtés du calice, la fréquence change et ça devient rouge. Donc le sang du Christ, c'est la lumière. Et là, ça change tout. Ça veut Mmh dire mh. que ce n'est pas une religion souffrante, qu'on n'a pas besoin de se racheter, qu'il n'y a pas de péché originel, enfin, que des avantages. Et la pierre philosophale, c'est ça. Oui. C'est un réceptacle de lumière. C'est le Graal. Mmh mh. Mmh mh. Ouais. Et justement, dans la trame, quand nous sommes au point cœur, est-ce que, cela nous emmène dans la lumière, on va dire christique, pour vous? Je ne l'ai pas conçu comme ça. Oui, mais c'est une Donc, question, je demande, ben, j'en sais rien. oui. Je ne sais pas parce que la Ouais. trame sert à rectifier le corps, à permettre Mmh mh. justement de rentrer en contact avec son âme, d'être un Mmh mh. récepteur de haute fidélité. Mmh mh. Mmh. Et évidemment, on peut dire que plus ça passe, plus on laisse passer son âme et plus on est dans ce qui est bon. Vous Oui. savez, le corps, quand on laisse parler le corps, c'est l'état du singe. C'est-à-dire qu'il est velléitaire, il cherche la guerre, il est envieux, il est tous nos mauvais côtés. Ça, c'est l'état de singe.
Et notre âme, par contre, rassemble ce qui était part, elle est dans l'amour. D'ailleurs, l'amour, âme, aour, ça veut dire Mmh. celui qui laisse parler son âme. Quand Mmh. on aime quelqu'un, on ne voit pas son poste, mais on voit l'émetteur. Mmh. Ouais. Donc l'idée, justement, c'est de purifier le corps pour laisser passer l'âme. Mmh. Mmh. Voilà. Je Ça serais là dans le un pays arabe, je dirais c'est ça l'âme. oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Et il y a plein de choses, parce que je pensais, aussi à Gaston Bachelard, La psychanalyse du feu, L'eau et les rêves aussi, qui est il avait vu beaucoup de choses aussi, je pense que vous avez beaucoup lu aussi, peut-être Bachelard? Non, non. Pas trop? Si vous saviez le nombre de choses que je n'ai pas lues, Mmh mh. encore une fois, mais à ce moment-là, on rentre dans le rêve. Et le rêve, c'est déjà rien que ça, c'est tout un travail. Ouais. Mmh. Et j'ai pas le temps de vous en parler ici, mais il faut savoir qu'on peut prendre le corps du rêve et aller rêver volontairement avec. Et ce corps, d'ailleurs, un petit exemple, quand vous rêvez toutes les nuits, vous avez un corps, vous Mmh mh. marchez, vous courez, vous serrez des mains, vous voyez des gens, non? Mais Mmh. c'est lequel le vrai corps? Celui qui rêve ou celui qui dort? Je vous rappelle que celui Mmh. qui dort, il est raide, hein. Mmh mh. Ça veut dire que vous avez donc deux corps. C'est lequel le vrai? Mmh. Et oui. C'est les deux. On a la capacité de changer, c'est ça le rêve. Mais ça Mmh. veut dire quand je suis dans le corps du rêve, il n'est pas à la même fréquence que le corps de ce monde-là, qui s'appelle celui du 10e monde, le corps du rêve et le corps du 9e monde. Mmh. Donc comme je ne suis pas à la même fréquence que ce monde-là, je peux transcender le temps, l'espace et la matière. Donc je peux aller voir plus loin et je peux aller voir dans le temps, avant ou après. Donc évidemment, c'est riche d'enseignements. Donc soit je le fais exprès, soit il y a des gens qui sont naturellement doués et qui vont se balader comme ça. Oui. Mais tout ça s'apprend aussi. Et oui, Ou ça s'acquiert avec le temps et l'expérience. oui. Heu, Vous aviez pensé quoi du livre Dante alchimiste de 1957? J'en ai rien pensé, même si j'adore Dante, mais on peut rapprocher des choses. Alors il y a des Je parle clés d'un qui sont, certain Jacques, hein, de Dante alchimiste. Mmh. j'entends bien. Oui. Mais à ce moment-là, si j'entends Dante alchimiste, je préfère, comment dirais-je, Edmond Dantès. Oui, d'accord. Mmh mh. Pourquoi? Parce que il a caché dans son roman des tas de choses. C'est Monte Cristo. C'est quand même Mmh. drôle ce terme, Monte Cristo, qui Oui. s'appelle Edmond Dantès, le Mmh mh. monde de Dante. Mmh mh. Bon, bah, dans ce roman, les personnages, les situations, les clés vous nous indiquent plein de choses qui sont extrêmement alchimiques. Mmh mh. D'accord. Mmh mh. Donc, c'est une interprétation de la Divine Comédie, parce Oui. qu'il faut savoir que, comment dirais-je, Balzac était en train, pas Balzac, ça va me revenir. J'ai un trou sur l'auteur. Mmh mh. Donc, le Comte de Monte Cristo. Oui, oui, trop aussi. Bon, c'est pas grave, mais Oui. en tout cas, il était en train de traduire la Divine Comédie quand il a écrit le Comte de Monte Cristo. Mmh mh. Mmh mh. Donc, ça veut dire qu'il a mis des choses dedans qu'il a compris. Oui. Bah, il y avait Alexandre Dumas. Oui, Voilà, enfin ça c'est bien après, mais oui, ça si, c'est ça. C'est le Comte de Monte Cristo, oui. Ouais, c'est ça. c'est ça. Hem, que pensez-vous des grimoires? Par exemple, j'ai un formulaire de haute magie de Piobre de l'époque de 1937. Est-ce que Pierre Vanzetti Piobre, vous aviez, vous êtes intéressé, j'imagine un petit peu ou? Oui, mais je m'intéresse plutôt aux sources. Mmh mh. Donc, j'ai D'accord. des textes qui sont, par exemple, j'ai le premier exemplaire des clavicules de Salomon, Ah oui, là, c'est oui, 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 entre autres, et oui. j'ai quelques nombres de ses ouvrages. Mmh Parce mh. que la traduction de la traduction de la traduction, bah, peut Oui. conduire à des... Et quelquefois, c'est un peu ennuyeux. Parce que si Mmh on mh. a des clés pour ouvrir des portes et qu'on les a pas pour les refermer, bon, on est les premiers à le savoir. C'est un Mmh mh. domaine qui supporte mal l'amateurisme. On ne fait pas des choses pour voir comment ça fait. Mmh mh. J'ai une expression que j'aime beaucoup, qui est un peu triviale, mais c'est pas grave, je vous la donne quand même. Si on peut mettre le doigt dans le trou du cul du diable, mais il faut vite le retirer avant qu'il se retourne. Et oui, Donc, c'est dans ce sûr. domaine, ne faites pas n'importe quoi. Ah oui, il faut attention, hein, je précise que c'est un formulaire faut faire très attention, hein, C'est un avec domaine qui même Piobre, supporte hein. pas l'amateurisme, ou Il plutôt faut les ah oui, oui, il faut amateurs faire ne supportent pas longtemps ce domaine. ça, je suis d'accord, il faut faire très, très attention, c'est C'est sûr. ça. Heu, sur une conclusion, je voulais vous demander sur les gnomes de Venise
qui justement utilisait ce bleu particulier qu'on trouve dans les Absolument. églises. Je voulais vous demander sur ces gnomes, vous pouvez m'en parler un petit peu? Oui, les gnomes, c'est de gnose, la connaissance. C'est Mmh. l'histoire des 7 nains de Blanche-Neige, hein, qui creusent la terre pour chercher des pierres précieuses. Mmh. Et ils représentent les 7 émotions qu'on a dépassées, les 7 purifications. Et bien sûr, c'est la clé du vitriol, puisque c'est Oui, visite intérieure à terrae, rectificandum in vini occultum lapidem. Visite l'intérieur de la terre et en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée. C'est ça leur métier, oui, puisqu'ils le creusent vitriol. l'intérieur de la terre. Oui. Et le verre qu'ils vont utiliser, mais pas seulement le cristal de Bohême aussi. Parce que Oui. quand même, pour faire du cristal, on rajoute du plomb dedans. Mmh. Et un paquet, parce qu'on en met à peu près 20%. Et vous le voyez, le plomb qui est dedans? Non. Il est donc possible de transmuter le métal et de le rendre transparent. Mmh. Donc c'est évidemment œuvre d'alchimie. Et le Oui. bleu, il est obtenu, c'est un grand secret qui était donné, qui a été transmis par des alchimistes chinois Oui, oui, et qu'on effectivement. retrouve par exemple sur le bleu de Chartres. Eh bien, Mmh. c'est en vitrifiant un métal, c'est-à-dire en étant capable de le transmuter pour qu'il devienne transparent. Et le problème, c'est que ce métal est extrêmement alcalin. Donc si je mets de l'eau dessus, il explose. C'est du barium. Mmh. Mmh. Et les alchimistes chinois s'en sont aperçus parce que quand il y avait, on le trouve à l'état natif, et quand il y avait on faisait des mines de différents métaux, et quand il pleuvait, on avait certaines marques qui se coloraient d'un bleu incroyable. Donc ils se sont posé la question de savoir mais d'où il vient ce bleu. Donc ils ont essayé avec tous les matériaux qu'il y avait dedans, et un jour ils sont tombés sur le barium. Mmh. Et ils ont transmis ce secret à des alchimistes, des verriers, qui ont su faire ces vitraux à partir du métal. Car il faut savoir que les vrais vitraux sont faits avec 100% métal. Il n'y a pas un iota de silice dedans. Mmh. Mais pour ça, il faut connaître le secret de la transmutation métallique. Effe Oui, effectivement. Voilà. Et ce concept d'imaginal qui est cher à Henri Corbin, justement, il y a l'imaginaire et l'imaginal. C'est un concept particulier aussi. Oui, mais j'aime bien dire que Dieu n'a pas fait l'homme à son image, mais il l'a imaginé. Oui, c'est sûr. Ouais. Donc on peut imaginer que la pensée crée, effectivement, et qu'on peut créer des archétypes, et que Mmh. ces archétypes peuvent prendre vie. Mmh. Pourquoi? Ouais. Parce que la conscience, si on fait un récepteur suffisamment adéquat, qu'est-ce qui s'oppose qu'il n'y ait pas un émetteur qui se connecte dessus? Rien. À tel point, notre âme s'est bien connectée à un morceau de viande. Donc c'est pas Mmh plus mh. bizarre qu'un arbre, une pierre ou autre chose. Mmh. En Mmh. tout cas, moi, ça m'étonne pas plus. Mmh. Oui. Eh bien, en conclusion, on rappelle donc La Bibliothèque perdue, donc Le Rêve de César, donc qui est sorti en 2023, et là, on a un nouvel opus qui va sortir, puis il y a aussi Un C'est ça. alchimiste raconte, qui est plus ancien, mais qui est majeur aussi. Le deuxième tome de la Bibliothèque perdue, ce sera Les Templiers et les écuries du roi Salomon. D'accord, très bien, Voilà. très bien. Eh bien, merci beaucoup en tout cas, Je vous en Patrick, prie. pour cet entretien et on se dit peut-être à une prochaine fois, peut-être Eh bien, pour j'y serai. un nouvel entretien, qui sait? Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. À bientôt. Au revoir.